Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Karim Keïta, recherché par la justice malienne, l'ancien député et fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis ce lundi 5 juin 2021. C'est le doyen des juges d'instruction de la commune 4 du tribunal de Bamako qui a saisi l'Organisation internationale de la police criminelle pour arrêter et transférer Karim Keïta. Cette saisie rentre dans le cadre de l'affaire dite Birama Touré, journaliste porté disparu depuis 5 ans. Quelle analyse peut-on faire de ce mandat d'arrêt international? Comment l'émission de ce mandat d'arrêt est accueillie par la société civile, mais aussi les organisations des droits de l'homme? Y a-t-il de l'espoir que d'autres dossiers pendant devant la justice soient réactivés? Le mandat d'arrêt contre Karim Keïta, le fils de l'ancien président, sera-t-il entendu cette fois-ci? Le Grand Dialogue pose le débat avec nos invités. Agibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, et Balan Diakité, politologue, chercheur. Je m'appelle Sekou Gadjigo pour présenter ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Mohamed Mamata Touré, vous qui êtes de la société civile, comment vous avez accueilli la nouvelle de ce mandat d'arrêt lancé contre Karim Keïta? Et bon, la nouvelle lancée contre Karim Keïta, nous disons que c'est un très bon début. Si vraiment c'est réel que cette fois-ci, on va commencer à poursuivre ceux qui ont commis des crimes comme des assassinats, des crimes de détournement de biens publics. Donc pour nous, c'est un très bon début. Il ne faut pas que ça s'arrête à un niveau et puis qu'on vienne nous dire que Karim est dans un autre état où on ne peut pas le poursuivre ou bien l'arrêter pour l'extrader ici dans ce pays. Alors, un très bon début selon vous. Est-ce le même avis pour vous, Agibou Boiré, vous qui êtes de la Commission nationale des droits de l'homme? Votre réaction à ce mandat d'arrêt international contre l'ancien député Karim Keïta? Agibou Boiré n'est pas certainement avec nous. Nous allons tenter... Moi, je ne vous entends pas du tout. Alors, Agibou Boiré, je disais tantôt que quelle est votre réaction à ce mandat d'arrêt international contre l'ancien député Karim Keïta? Je n'entends pas. D'accord, nous allons revenir tout de suite vers vous. Juste le temps de demander à notre politologue, chercheur Balan Diakité, avec votre regard de politologue, quelle analyse faites-vous de ce mandat d'arrêt international? Merci pour la question et merci à tous nos téléspectateurs. Je pense que, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un bon début. Espérons que le processus va être engagé jusqu'au bout et que à la fin les citoyens ne soient pas déçus, parce que dans tous les cas la justice, surtout la justice malienne, elle est toujours au cœur du débat politique depuis bien évidemment les premières heures de la démocratisation de notre pays. Et on avait pensé à un moment donné qu'avec la révolution de 1991, qu'on allait hériter bien évidemment d'un pays quand même bien gouverné, un pays qui a le souci du pauvre et aussi le souci de l'égalité. Alors que après 30 ans, le constat, le bilan est quand même mitigé. On voit bien évidemment que, d'ailleurs, le dernier livre publié par l'ancien ministre de la Justice malien, Mamadou Konaté, garde des Sceaux, le titre est très évocateur. Quand il dit la justice malienne, ce grand corps malade, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire que nous avons encore beaucoup de défis et au niveau de notre justice malienne. Et le cas Karim Keïta, c'est pour moi un début, mais il ne faudrait pas que l'on se fantasme trop sur le sujet, parce que il y a beaucoup de choses beaucoup d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte.
Et il faut être vigilant de sorte que à la fin on puisse voir que ce processus puisse aboutir à quelque chose de satisfaisant. Alors, à vous entendre parler tous les deux, nous avons l'impression que vous êtes tous deux réservés par rapport à ce mandat d'arrêt international. Est-ce que vous n'êtes pas tellement confiants quant à la sincérité de ces poursuites? Qu'est-ce que vous reprochez, Mohamed Mohamata? Et bon, on reproche pas grand-chose, mais il faut savoir que, comme il Qu'est-ce qui vient explique cette réserve-là? Bon, cette réserve, ce qui l'explique, c'est tout simplement la façon dont nous voyons la justice la façon dont la justice est en train d'évoluer pendant des années. Donc, nous avons vu beaucoup de cas, par exemple le cas des putschistes de 2012 contre Amadou Toumani Touré. Leur procès, tout un chacun a vu comment ça s'est passé. Et puis, il y a d'autres cas similaires aussi de détournement ou bien d'autres choses. Donc, vous savez, moi, mon inquiétude surtout, c'est de voir cette justice, comme il l'a dit, quand l'ancien ministre de la Justice dit que la justice est un grand corps malade. Et si vous vous rappelez, le jour de l'investiture du président Assimi Goïta, et au CICB, lors de la chose du procureur, on a entendu parler que la justice malienne ne peut pas combattre l'impunité et l'injustice. Donc si réellement c'est vrai que cette justice ne peut ni combattre l'injustice ni l'impunité, nous disons qui peut le combattre? Donc l'indépendance de la justice dont on nous parle, est-elle vraie ou bien elle est fausse? Ou bien c'est les hautes autorités qui sont là à piétiner notre justice, à faire son travail indépendamment comme elle doit le faire. Donc il y a tout un tas de questionnements à faire concernant cette justice malienne dont on se réserve beaucoup de trop parler de cette justice où à la moindre des choses seulement, on vous interpelle comme quoi vous avez outragé les magistrats. Alors vous êtes de la société civile, c'est vous qui vous plaignez très souvent de la justice malienne, mais pour un cas comme ce mandat d'arrêt, est-ce que ça ne peut pas être le début de quelque chose? Est-ce que avec ce scepticisme qui vous anime là, est-ce que avec ça les magistrats pourraient être encouragés à aller au fond de ce dossier? Bon, souhaitons que ça soit ce que tout un chacun attend de la suite. Vous savez, ici, on aime trop faire le buzz. Donc, essayer de faire... Moi, je me dis que souvent, il y a des priorités qui sont là. Et si vous voyez qu'il y a des difficultés dans ce pays auxquelles nous voulons faire face, automatiquement, ils amènent des choses qu'ils mettent sous les pieds et nous oublions l'essentiel pour nous concentrer à beaucoup de ces choses de ce genre. Juste souvent, nous disons que c'est pour nous distraire ou nous divertir. Est-ce à dire que poursuivre quelqu'un pour sa présumée implication dans la disparition d'un journaliste n'est pas prioritaire aujourd'hui? Bon, c'est prioritaire comme il y a d'autres priorités aussi qui sont là. Prioritaire, un journaliste qui vient d'être enlevé et puis assassiné d'après ce qu'ils disent. Donc personne ne sait si ce journaliste, il vit ou il ne vit pas encore. Il se peut qu'il est quelque part où personne ne le sait, il se peut qu'il est décédé aussi. Donc vous savez, c'est très complexe, quoi. C'est vraiment... Alors nous allons vers M. Boiré, Agibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Tout d'abord, votre réaction à cette nouvelle de mandat d'arrêt émis contre l'ancien député et fils de l'ancien président Karim Keïta. Merci beaucoup. Nous voyons un rebondissement dans l'affaire dite la disparition de Birama Touré. Un signal fort dans le sens de la lutte contre l'impunité. Mais nous nous empressons d'ajouter, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, que la présomption d'innocence existe. C'est un principe sacro-saint. Et nous, pendant 3 ans, dans notre rapport annuel, nous avons toujours recommandé que diligence soit faite par rapport à ces dossiers. Il n'a que trop traîné au niveau de la justice. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est vraiment de diligenter l'affaire afin que les commanditaires, auteurs et complices
de cette disparition forcée soit traduit devant les juridictions et qu'il soit sanctionné à la hauteur du crime commis. Donc, nous pouvons dire que nous avons un sentiment de joie, de satisfaction, pourvu que l'affaire puisse aller à son terme. Et surtout, c'est un enseignement intéressant que nous tirons de ces rebondissements. C'est la preuve que le temps de la justice est différent du temps d'un régime ou d'un mandat politique. Et on a toujours l'habitude de le dire. Et nul n'échappera au bras de la justice. Et c'est un signal fort à l'intention et à l'attention de ceux qui dirigent. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on est au firmament de sa gloire et qu'on peut tout se permettre. C'est un appel au respect des droits fondamentaux de toute personne qui réside sur le territoire malien. Et c'est un appel au respect de l'état de droit. C'est l'état de droit qui constitue la seule sécurité juridique et judiciaire pour toute personne, quelle que soit ta puissance momentanée. Parce qu'il suffit de jeter un regard rétrospectif dans notre passé très récent. Les pouvoirs qui montent et qui chutent et qui se retrouvent en prison, les dirigeants, etc. Ça doit permettre aux gens de prendre conscience de l'intérêt et de l'importance du respect des droits de l'homme. Justement, vous l'avez dit, la justice aussi a son temps, mais est-ce que quand on regarde le timing choisi pour lancer ces poursuites, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce que Karim Keïta aurait été poursuivi si son père ou bien si le régime de son papa était toujours au pouvoir? Oui, c'est ça la problématique essentielle, parce que l'impunité liée à l'immunité politique. Et c'est ce qui est regrettable dans nos pays. Mais de plus en plus, nous, organisations de défense des droits de l'homme, on a espoir, tant au Mali qu'à l'extérieur, que vous avez beau durer au pouvoir, un jour viendra où vous rendrez compte à la justice. Nous avons vu les anciens chefs d'État qui ont été poursuivis à un âge avancé, Hissène-Habré, les Charles Taylor, etc., etc., même chez nous, le général Moussa Traoré. Donc, pour nous, les gens doivent tirer les enseignements qu'il faut de ce comportement de la justice. Et c'est dire qu'à tout moment, quel que soit notre âge, quelle que soit la durée dans le pouvoir, nous rendrons compte des abus et des violations des droits de l'homme que nous commettrons. Alors, Monsieur Boiré, vous restez avec nous. Nous allons revenir vers vous tout de suite. Le temps de poser cette question à notre politologue Balan Diakité. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lancer les poursuites contre Karim Keïta alors que c'est depuis 5 ans que son nom est cité dans cette affaire de disparition? Non, je vais vous dire, le gros problème de la justice malienne, c'est sa politisation. Voilà, nous avons une justice qui est très politisée. Et tant que la justice reste politisée, difficilement on peut être satisfait, nous les citoyens, quant à la justice. Quand vous dites politisation, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Politisation, ça veut dire que les juges sont sous l'influence des hommes politiques. C'est ce que ça signifie. Et tant que la justice n'arrivera pas justement à avoir cette indépendance-là, qui respecte le principe de la séparation des pouvoirs, difficilement on peut parler d'état de droit ou de démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec M. Boiré tout à l'heure quand il évoquait la question de l'état de droit, mais la problématique fondamentale, c'est de se poser la question, est-ce qu'au Mali actuellement nous sommes dans un état de droit? Quand certains se croient au-dessus de la loi, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Alors que le principe de l'état de droit voudrait d'abord l'égalité devant la loi, l'égalité face à la justice. Alors que ça, ce n'est pas respecté aujourd'hui. Donc je pense que si le timing, la question du timing, vous avez tout à fait eu raison de la poser, parce que si aujourd'hui Ibeka était toujours au pouvoir, je doute fort que Karim Keïta puisse être poursuivi. Et si vous voyez bien évidemment que M. Boiré évoque la question de
l'immunité parlementaire. Mais l'immunité parlementaire n'exclut pas à ce qu'un député soit poursuivi pour des actes qui font référence à des crimes d'ordre pénal. Voilà. Donc l'immunité parlementaire, ça protège le député quant à l'expression de son opinion au sein de l'Assemblée nationale. Mais pour ce qui est des fautes graves, c'est-à-dire des crimes qui sont d'ordre pénal, mais personne n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'on est juge c'est pas parce qu'on est député qu'on peut tout se permettre dans un État. Donc je pense que là, le vrai problème, la problématique fondamentale, c'est la politisation de la justice malienne. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu cette question, difficilement on peut effectivement parler d'indépendance de la justice. Alors, M. Bouaré, vous qui êtes des organisations de défense des droits de l'homme, qu'est-ce que vous faites concrètement lorsqu'il s'agit des cas de violation grave des droits de l'homme et commis par des gens qui se prévaleraient d'un certain statut? Est-ce que votre organisation fait quelque chose pour qu'on puisse mettre ces personnes à la disposition de la justice? D'abord, je vais préciser à l'intention de M. Diakité. En fait, j'ai parlé de l'immunité politique. Et je l'ai évoqué dans le sens que nul ne peut se prévaloir de cette immunité politique pour compromettre la lutte contre l'impunité. En fait, c'est ça l'idée que j'ai avancée. Je n'ai pas dit que en fait, c'est un motif pour se soustraire à la justice. Cela dit, les organisations de défense des droits de l'homme, notre quotidien, c'est vraiment de protéger de veiller au respect des droits fondamentaux de toute personne qui réside au Mali, au-delà même des citoyens maliens. Parce que ce que les gens doivent savoir, il y a d'aucuns qui disent, voilà, c'est des idées occidentales, c'est des ONG occidentales. Ce n'est pas vrai. Et tout ce qui est consacré comme droits fondamentaux, comme liberté fondamentale dans notre pays, le fondement juridique, c'est nos textes. À commencer par la loi fondamentale, qui incarne dans son préambule la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le Mali a ratifié également, signé beaucoup d'autres conventions internationales qui consacrent les droits de l'homme. Donc si nous nous occupons d'un dossier où nous nous occupons des droits d'une personne, c'est toujours sur la base des instruments juridiques. Et dans ce dossier précis, il est question de disparition forcée. Nous avons dit qu'il faut que la justice soit rendue. Cela ne veut pas dire que nous pointons du doigt une personne. Nous, on n'a jamais dit que tel est coupable. On ne peut pas le dire, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle de la justice. Mais ce que nous réclamons par ailleurs, ça c'est la diligence dans le traitement des affaires judiciaires. Parce que ça fait partie des droits de l'homme. Une justice indépendante, impartiale, rendue dans un délai raisonnable. Ça, c'est des principes de droits de l'homme. Donc, nous nous battons au quotidien pour que ces principes soient respectés. Et pour revenir à ces dossiers précis, un mandat d'arrêt international, ce n'est aucunement la preuve que la personne est coupable. Le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Et ça aussi, il faut donner cette information aux gens. Parce que d'aucuns penseraient que mandat d'arrêt international, voilà, c'est la preuve de la culpabilité, la personne va en prison, c'est comme si la personne est condamnée. Non, il faut donner toute l'information et l'information vraie aux populations. Donc le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Il ne fait pas de parti pris. C'est le parti qui est poursuivant et qui défend les intérêts de la société. Donc qui apporte les preuves par rapport aux accusations. Donc, c'est des éléments importants à porter à la connaissance des populations. Et nous, on ne fait pas d'amalgame là-dessus. Et quand on défend les droits de l'homme, on le fait de façon objective et sur la base des droits de toute personne. Même les personnes poursuivies, même les personnes condamnées. Et ces personnes ont des droits. Ce n'est pas pour rien que nous faisons le tour des lieux de privation de liberté. C'est pour nous enquérir des conditions de détention des personnes condamnées. Voilà, donc les droits de l'homme, c'est transversal, ça va au-delà de l'aspect étriqué de la détention ou des procédures pénales.
Cela est bien compris. Un mandat d'arrêt international n'est nullement synonyme d'une culpabilité quelconque de présumé accusé. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on espérer, Mohamed Ben Mamata Touré, que Karim Keïta soit entendu cette fois-ci, puisqu'il avait été déjà convoqué, je crois, en 2019, mais il avait mis en avant son statut de parlementaire et il disait même en substance qu'il était blanc comme neige. Est-ce que cette fois-ci, on peut s'attendre à ce qu'il soit entendu? On dit bien entendu. Bon, on peut comme on doit, et dû au mandat qui est un mandat international dont Interpol est international aussi et Interpol est partout. Si Karim se trouve dans un des États voisins du Mali, je crois que ça ne doit pas prendre trop de temps pour pouvoir l'amener dans ce pays. Et puis vous savez, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de gens, que ce soit la société civile ou le citoyen lambda, tout un chacun interprète la chose en sa manière. Parce qu'il n'y a pas trop d'explications qui avaient été données à la population. Les gens croient que Karim vient automatiquement, on le met en prison. Et beaucoup sont en train de parler, et son père qui est là. Bon, d'autres sont en train d'interpréter ça comme quoi c'est une manière de blanchir Karim, de l'interpeller, de l'amener pour le blanchir et dire que Karim n'est pour rien dans cette affaire. Et puis il y a des témoins aussi qui sont là, qui sont à l'extérieur. Et de l'extérieur, ils sont en train de parler sur les radios, les réseaux sociaux, et puis ils écrivent aussi. Donc maintenant, et les gens demandent aussi pourquoi on n'interpelle pas ces témoins aussi. Par exemple, comme le policier Papa Mambi qui était là, et puis Adama Dramé, le journaliste, l'ancien patron de Birama Touré. Donc il y a un tas de questionnements qui est là, et puis il y a un tas d'interprétations qui est là aussi, dont les gens ne parviennent pas à s'entendre ou bien à se comprendre selon je ne sais pas, l'explication de tout un chacun ou la façon de comprendre de tout un chacun. Donc il est temps à ce que maintenant les magistrats sortent pour donner d'amples explications aux populations, parce que nous sommes à 95 ou bien même, je dis, plus que % à ne pas être à l'école, à ne pas être instruits. Donc nous écoutons ce que les radios disent, nous écoutons ce que les réseaux sociaux sont en train d'enflammer. Et aujourd'hui, si vous regardez les réseaux sociaux ou bien vous écoutez les radios, il n'y a rien qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Karim. Et tout un chacun se dit aussi, Karim est le principal bourreau de Birama Touré. Donc il faut beaucoup faire attention. Et il est temps aussi à ce qu'on donne plus d'explications aux gens. Et je pense même que ce travail devrait se faire aussi dans une discrétion façon et ne pas être trop médiatisé que tout un chacun raconte de n'importe quoi là-dessus aussi. Justement, faut-il craindre une récupération politique ou des tentatives de règlement de comptes dans cette affaire? Bon, il faut s'attendre à un peu de tout, que ce soit des règlements de comptes politiques ou d'autres choses. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays, le Mali est un État exceptionnel. Donc c'est un pays de toutes les possibilités. Rien ne doit nous surprendre dans ce pays. Parce que tout un chacun est expert, tout un chacun est docteur. Personne ne dit je ne connais pas ça ou bien je ne sais pas ça, mais tout un chacun est connaisseur de tout. Donc c'est ce qui est très grave et très dangereux dans ce pays. Si tu n'es pas spécialiste d'un domaine, vraiment il faut se mettre de côté et laisser les spécialistes en parler. Mais hélas, les réseaux sociaux... Est-ce que vous êtes d'avis avec M. Touré qui dit qu'il faut s'attendre à tout, il faut tout craindre à la suite de cette affaire? Mais parfaitement. Surtout que la politique, c'est cette activité aussi assez particulière où l'homme politique cherche à profiter de toutes les occasions qui peuvent justement l'aider dans sa cause de la quête du pouvoir ou dans sa cause de la conservation du pouvoir. Voilà, donc il faut craindre cela. Il ne faut pas oublier que c'est la population, c'est le peuple, les Maliens dans leur grande majorité qui reprochaient à la justice son inaction sur certains dossiers, comme les tueries des derniers événements qui ont abouti au coup d'État et les dossiers sur les malversations au sein de l'armée même. Donc aujourd'hui, si la justice essaie
de lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un, je pense qu'il faut peut-être, il ne faut pas être aussi sceptique, quoi. Il faut l'encourager. Non, mais moi, je ne suis pas sceptique, je ne suis pas non plus optimiste. Je suis de ceux qui se réclament comment on peut appeler ça, une certaine clairvoyance ou bien réalisme, quoi. Voilà, donc j'essaie d'être réaliste, et quand on est réaliste, quand on cherche à être réaliste, on n'est pas forcément optimiste ou pessimiste. On essaye de voir les choses, de prendre la teneur des choses avant de porter un jugement. C'est qu'il y a d'abord au Mali une perception assez négative sur la justice, qui est liée d'ailleurs à plusieurs facteurs, hein. La justice malienne, elle n'est pas assez efficace, n'ayons pas peur de mots, elle n'est pas assez efficace. Il y a aussi un tas de problèmes qui sont liés à cette justice, peut-être parce qu'elle n'est pas efficace, parce qu'elle n'a pas assez de moyens. N'oublions pas que, par exemple, en 2012 encore, la part du budget alloué à la justice malienne, ça représentait 0,6%. Voilà, donc vous voyez, avec des conditions pareilles, comment est-ce que vous voulez avoir une justice saine? Donc il y a ces facteurs-là qui sont là. J'ai parlé de la dépolitisation aussi. Vous êtes dans un pays où le président de la République nomme les membres de la Cour constitutionnelle. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Comment est-ce que vous voulez que cette justice soit indépendante dans ces conditions? Donc voilà en fait un tas de réalités, un tas de choses qui nous amènent à être non pas pessimistes, encore moins optimistes, mais d'être réalistes, quoi. Alors, Monsieur Boiré, vous qui êtes des organisations de la Commission nationale des droits de l'homme plutôt, est-ce que cette action de la justice vous augure un lendemain meilleur par rapport à la défense des droits de l'homme et à la lutte contre les violations des droits de l'homme? Bon, on ne peut pas, à partir de ce seul acte, déduire que les droits de l'homme sont respectés. Au contraire, il y a un recul en matière de respect et de protection des droits de l'homme dans notre pays, malheureusement, par ce temps qui court, en lien avec le terrorisme au nord, au centre, en lien avec les questions d'esclavage par ascendance, en lien avec les atteintes au droit à l'éducation, à la culture, à la paix. Bref, le bilan n'est pas du tout positif, il faut le reconnaître. Et nous venons de présenter notre rapport annuel 2020 au CNT. Et donc, vraiment, la radioscopie n'est pas reluisante. Cela dit, dans le combat contre l'impunité, chaque acte qui est posé pour amener la justice à trancher une affaire est encouragé. Donc, c'est cette perception que nous avons, et pour preuve, je l'ai dit, chaque année, dans nos recommandations, nous posons cette affaire-là, la diligence dans l'affaire Birama Touré. Donc, s'il y a des actes qui sont posés dans ce cadre, nous ne pouvons que nous en réjouir et vraiment encourager à diligenter davantage le dossier. Comme je l'ai dit, cela ne veut pas dire que nous pointons du doigt les coupables, parce que nous ne connaissons pas les coupables. Il revient à la justice de désigner le coupable. Même les juges d'instruction ne connaissent pas le coupable. Comme je l'ai dit, il instruit à charge et à décharge. C'est la juridiction de jugement qui va trancher, et au vu des éléments qu'on appelle les indices qu'on peut qualifier de graves et concordants, c'est la juridiction de jugement qui va désigner le coupable. Voilà, donc ça c'est important à porter à la connaissance des populations. Donc en résumé, oui, nous nous réjouissons de cet acte qui va dans le sens de la lutte contre l'impunité et qui va peut-être nous permettre de voir le dénouement de cette affaire qui n'a que trop traîné. Mais au-delà, nous ne pouvons pas dire que les droits de l'homme connaissent meilleure fortune dans notre pays à ce jour. Surtout qu'il y a des, comme on appelle, des embastillements, des séquestrations, et que nous avons du reste dénoncé. Ça, c'est pas conforme à l'état des droits, c'est pas conforme aux droits de l'homme.
Alors, Mohamed Ben Mamata Touré, faut-il espérer que la justice se penche sur d'autres dossiers, comme ceux de malversations dans le cadre de l'achat des équipements militaires, entre autres? Bon, il faut que la justice le fasse, mais il y a un mais qui est là. Et pour parler aux choses, ce n'est pas la première fois aussi que la justice malienne chose un mandat d'arrêt international contre les gens. Il y avait les rebelles qui étaient poursuivis de la même sorte, et puis on ne sait même pas comment leur mandat d'arrêt international a été annulé ou bien comment ils ont mis fin à ça. Donc, vous savez, la justice ne doit pas se limiter uniquement au cas de Karim. Il y a tellement trop de malversations, comme vous le dites, les équipements militaires, il y a ça. Et puis, il y a les dossiers que le vérificateur aussi avait remis au président de la République en son temps. Et je crois qu'ils ont même donné des trucs à Bandao aussi. Donc, maintenant, il y a un tas de dossiers qui se trouvent avec les magistrats, si je ne me trompe pas. Donc, maintenant, ils doivent se manifester maintenant pour essayer de faire le travail. Bon, vous savez, nous, souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui bloque les magistrats à faire le travail? Donc, c'est une pression extérieure qui est sur eux, ou bien c'est un manque de moyens qui est là, ou bien c'est les personnes qu'ils sont en train d'appeler, qui ne sont pas en train de dire quelque chose de correct pour pouvoir les interpeller, les arrêter ou bien les juger. Donc, nous avons vu d'autres cas, le cas de Bakary Togola, le cas de Sidiki, et puis d'autres qui avaient été arrêtés et puis libérés comme ça. Donc, c'est pourquoi, vraiment, nous, on ne peut pas trop se fier à cette chose et puis dire que c'est grand-chose. C'est pourquoi, au début, je dis que c'est un bon début. Si ça continue ainsi, donc l'impunité dont on a laissé échapper lors de l'investiture, l'impunité va être combattue, l'injustice aussi va être combattue. Donc, tant qu'il y a ces deux mots dans ce pays, vraiment, nous aurons encore du chemin à faire. Alors, des arrestations dans le monde des célébrités, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, mais également dans des affaires de mœurs. De plus en plus, la justice malienne fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que c'est une façon de redorer son blason, elle qui a été très souvent critiquée? Je crois que, j'espère, pas que je crois, mais j'espère que ce soit en fait le début d'une révolution dans notre manière de percevoir la justice, mais aussi dans notre manière de travailler au niveau de cette institution. J'espère que ce ne soit pas uniquement une manière de redorer leur image, parce que redorer son image, ça renvoie à tout simplement un jeu de communication ou à une simple stratégie de populisme. Je ne crois pas que... J'espère que ce ne soit pas cela, et que ce que j'espère pour mon pays et que j'espère également pour la justice malienne, que le fait qu'elle fasse parler d'elle pratiquement ces derniers temps soit en fait le début d'une véritable révolution dans le fonctionnement de la justice malienne. C'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'espère de vive voix pour notre pays. Monsieur Boiré, en tant que droit de l'hommiste, est-ce que vous restez vigilant par rapport à tout ce qui se fait dans le cadre de la justice pour que certaines actions ne tendent pas à bloquer le passage à certains, quand je dis bloquer le passage, à être des menaces pour certains qui auraient des ambitions politiques et autres? Oui, ça il faut craindre. C'est pourquoi... Nous, notre priorité, c'est la promotion de l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Parce qu'il ne faut pas que la justice aussi soit un instrument pour menacer les adversaires. Et ça, c'est vite arrivé dans certains pays africains, où on crée des instruments et pour instrumentaliser la justice. À chaque fois qu'on craint un opposant politique, on met la justice à ses trousses. Donc, comme vous l'avez dit, nous demeurons vigilants, et pas par rapport à une catégorie de personnes. Nous, c'est les droits de toute personne. À partir du moment où vous êtes une personne humaine, vous naissez avec des droits. C'est ça, les droits inhérents à la personne humaine. Donc, ceux qui sont poursuivis ont des droits, ceux qui engagent des poursuites ont également des droits.
Je vais vous étonner. Les gens ont l'habitude de dire, voilà, les magistrats luttent contre ceci, luttent contre cela. Non, le magistrat doit être impartial et indépendant. Il ne doit prendre aucune position. Il doit juste trancher les affaires en fonction des éléments qui lui sont soumis. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses à ce niveau. C'est vrai, le procureur, il joue son rôle, le parquet, le rôle de poursuite. Les juges d'instruction, ils jouent son rôle par rapport aux investigations à l'instruction. Mais le juge jugeant, il doit demeurer impartial et indépendant. Ça aussi, ça fait partie des droits de l'homme. Une justice indépendante, impartiale, crédible. Donc, nous sommes vigilants, nous veillons sur tous ces aspects. C'est pourquoi j'ai dit l'information et la communication sont importantes pour édifier les populations et pour que les gens ne soient pas dans une sorte de déception en se disant oui, on pensait que avec tel acte, ça allait aboutir à ceci, à cela. Non, il revient aux spécialistes d'expliquer tout l'enjeu et tous les détails des procédures pour que la population sache à quoi s'en tenir. Ok, cela est bien compris. Mohamed Ben Mamata, nous terminons avec vous. C'est vrai qu'on parle beaucoup ces derniers temps de refondation de l'État. Est-ce qu'avec ces actions, on peut dire que la refondation a déjà commencé au sein de la justice malienne? Bon, on parle de refondation. Je crois que la refondation, ce n'est pas une question de dire que nous allons faire la refondation, mais il faut poser les actes. C'est les actes qui prouvent qu'il y a un début de refondation. Tant que nous sommes là à tenir des discours et de tout le temps, ça a été les mêmes discours. Donc, refonder la justice, je crois que c'est de ramener la justice à un stade où il va y avoir des débats, il va y avoir des corrections à faire sur tous les documents qui chose la justice, afin que la justice soit, en un mot, bien assainie. Donc, vous avez vu le cas de ce que le procureur de la commune 4 est en train de faire. C'est quelque chose de très salutaire. Nous avons vu que sur les réseaux sociaux ont été vraiment nettoyés et les jeunes qui étaient là en train d'insulter, de dénigrer les gens, maintenant, ils se sont calmés. Ils ont été très bien éduqués. Donc, maintenant, en ce qui concerne les autres, les trucs je ne veux même pas en parler, donc qui sont là pour la dépravation de nos mœurs. Vraiment, nous encourageons le procureur de la commune 4 à continuer sur cette lancée et nous encourageons les autres procureurs aussi à s'auto-saisir pour faire ce travail. Parce qu'il y avait une brigade de cybercriminalité qui était au niveau de la police et de tout le temps, cette brigade est là, mais c'est une brigade qui ne fonctionnait pas. Bon, on se pose la question, c'est un problème de budget, c'est un problème de moyens, d'équipement ou autre. Bon, on ne le sait pas. Mais ce que les magistrats sont en train de faire comme ça, pour nettoyer les réseaux sociaux, les radios, les écrits, même ce que nous sommes en train de faire, c'est une très bonne chose. Donc nous avons besoin d'être éduqués et comme ça, je crois que nous serons très bien éduqués et nous allons les remercier et les saluer. Ils ont été des bons éducateurs et ils sont en train de nous donner des bonnes leçons de morale aussi. Juste un petit point avec notre politologue. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe au niveau de la justice malienne, est-ce que le peuple malien peut avoir confiance en sa justice, dire que nous avons vraiment des magistrats qui sont là, qui veulent faire le travail comme il faut, peut-être qu'il manque de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui l'espoir est permis pour la justice malienne? Bon, je ne saurais répondre à cette question, c'est le temps qui nous le dira. Mais pour que la population puisse quand même changer sa perception vis-à-vis de notre justice, il faudrait qu'il y ait plusieurs cas similaires à ça, que la justice se montre plus entreprenante, qu'elle puisse s'autosaisir sur un certain nombre de sujets, qu'elle puisse donner l'exemple. Mais pour tout cela, si on veut que la justice soit vraiment
qu'elle soit vraiment une justice satisfaisante et qu'elle soit efficace, il faudrait aussi que les moyens soient mis à sa disposition. Ça, c'est un. De deux, il faudrait que les juges eux-mêmes s'émancipent justement contre l'instrumentalisation de la justice et contre, bien évidemment, la politisation de cette justice. Il faudrait aussi que l'État amène des réformes qui puissent permettre aux citoyens d'être beaucoup plus proches de la justice, parce qu'il ne faut pas l'oublier, au Mali ici, nous avons un véritable problème qui est celui de l'éloignement de la justice des justiciables, et ça c'est un véritable problème qui doit être résolu. Je pense que si on arrive à travailler dans un cadre plus ou moins concerté, voilà, avec les différents acteurs de la justice malienne, afin de prendre en compte les différents aspects que je viens d'évoquer, ça pourrait permettre aux citoyens de changer bien évidemment leur perception de la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier, une décision politique a toujours un versant psychologique, et cette décision de lancer un mandat d'arrêt contre le fils de l'ancien président aura certainement en fait un versant psychologique chez les citoyens. C'est à la justice maintenant de faire le travail afin que les citoyens puissent garder cette confiance vis-à-vis de la justice malienne. Guibou Boiré, on me fait signe qu'on a encore 2 minutes, donc on va essayer de terminer avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au Mali, la séparation des pouvoirs que la démocratie exige, est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à renforcer cette séparation des pouvoirs pour que les droits humains puissent être respectés? Exactement, c'est ça. En fait, c'est une quête perpétuelle. Hein. Vous savez, il n'y a pas de démocratie idéale. Donc, nous sommes encore à la phase de balbutiement par rapport à la démocratie, par rapport à l'état de droit. On ne peut pas parler dans nos pays de séparation des pouvoirs, parce que c'est l'exécutif qui en impose à tout le monde, et cela est flagrant. Bon, on peut passer par des habillages qu'on peut qualifier comme on le veut, mais dans nos pays, c'est fort regrettable que l'exécutif en impose par le moyen de force, par l'argument de la force et non la force de l'argument. Et c'est pour cette raison que nous, droits de l'homme, notre combat, c'est de faire régner l'état de droit. L'état de droit n'est rien d'autre que le règne de la loi. Vous voyez, au quotidien, on s'assoit sur la loi, on s'assoit sur la loi fondamentale, mais par ailleurs, la volonté de l'exécutif s'est faite au vu aussi de tout le monde. Donc on ne peut pas parler de séparation de pouvoir malheureusement dans notre pays, mais il faut que les uns et les autres comprennent que cela n'arrange personne, parce que ça favorise les règnes de la jungle, c'est-à-dire le plus fort, le plus puissant en impose au plus faible. Et tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain dans la position du plus faible. Et il suffit de jeter un petit regard rétrospectif pour s'en rendre compte. Les 5 dernières années, ce qui s'est passé par rapport à ceux qui se sont succédés au pouvoir. Donc, notre combat et notre exigence, c'est de faire régner l'état de droit et que tout le monde soit soumis à la loi et qu'on ait une justice indépendante, impartiale et qui tranche les affaires de façon rigoureuse et sans qu'on ait besoin de l'instrumentaliser, et qu'aucune structure publique ne soit considérée comme étant au-dessus de la loi. Comme j'ai coutume de le dire, si vous prenez la sécurité d'État, les gens ont l'impression que c'est une structure qui est au-dessus de la loi. Ce n'est pas normal dans un État de droit. Toutes les structures doivent être régies par les règles de droit. Et malheureusement, si on n'encourage pas cela, on devient une victime potentielle soi-même. Peut-être aujourd'hui on est puissant, on est au-dessus, mais voyez-vous les dirigeants de ces structures qui se sont retrouvés dans la situation. Donc c'est important, c'est un message important et nous devons expliquer ça aux populations.
Ok, c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui du mandat d'arrêt international émis contre le fils de l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien député Karim Keïta. Nos invités étaient Agibou Bouaré de la Commission nationale des droits de l'homme et CNDH, Balan Diakité, enseignant-chercheur et politologue, mais également Mohamed Mamata Touré de la société civile. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été mise en onde par Seydou Dao et à la régie vidéo Peting Diara. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.